de la Banque centrale, nous avons l'Association des institutions de microfinance, nous avons l'Association congolaise des banques, et nous avons l'Association des FinTech, et nous avons une experte de la Banque mondiale pour donner aussi son avis. Donc, euh, déjà sur LinkedIn, j'ai reçu plus de 25 questions du public, plus les questions que nous avons déjà prévues. Donc, je me dis que la session sera vraiment très interactive. Et puis après, nous allons clôturer par des pitchs commerciaux qui seront organisés plutôt dans la partie espace démo. Donc, sans plus tarder, sous vos applaudissements, je vais accueillir M. Dominique Kaba qui va commencer avec la partie keynote. Est-ce qu'on peut la recevoir avec des applaudissements? Bonjour tout le monde et merci d'être là cet après-midi. Je suis Dominique Kaba, le directeur des opérations de chez Multipay. Et l'honneur est mien de vous présenter la keynote. Je m'en vais rapidement déballer le contenu de la keynote. La keynote elle va porter sur l'interopérabilité financière, donc le thème de ce panel, l'interopérabilité financière en RDC, mise en œuvre de l'instruction 58 de la Banque centrale du Congo. Excusez-moi, juste une minute. OK. Voilà, on va passer directement au sommaire. OK. On va avoir un bref aperçu de l'écosystème des acteurs dans le paiement en RDC. Deuxièmement, nous allons parler de la croissance du secteur de paiement numérique en RDC, l'interopérabilité en RDC, ses débuts, ses premiers pas. On va parler des précurseurs. On va aborder la question des demandes en B2B, s'agissant de l'interopérabilité toujours. Les facteurs qui influencent, c'est la demande B2B. On va parler de l'offre qu'on trouve sur le terrain actuellement. Et ensuite, on va parler aussi de l'évolution de l'environnement réglementaire. On va passer au premier point, l'écosystème. Aujourd'hui, on a une multiplicité d'acteurs croissants. Donc, on commence. Parmi les acteurs, on a retenu ici 8 acteurs. On a le gouvernement et les régulateurs, d'où on voit la Banque centrale, le CNRF, l'ARPTC, aussi le ministère du numérique. On a les bailleurs de fonds, donc l'AFC, le GIZ, l'Agence française de développement, ainsi de suite. Je tiens déjà à m'excuser pour ceux que je ne vais pas citer parce que c'est la liste des acteurs qui sont là, elle n'est pas exhaustive. Donc, comprenez si on ne vous cite pas. Voilà, on a les institutions financières, donc les banques, et on a les institutions de microfinance qui sont aussi acteurs dans l'écosystème de paiement en RDC. De l'autre côté, on a les acteurs, les agrégateurs FinTech, les agrégateurs et les startups. Infosec, FlexPay, Axalio, MaxiCash, Payway, et voilà, la liste elle est longue. On a les acteurs Switch, Multipay Congo,
le premier switch privatif en RDC et aujourd'hui, on a mis la mise en place, la Banque centrale a mis en place le switch national qui est le switch Mosolo. On a les opérateurs de téléphonie mobile, bien sûr leur partie ME, donc les opérateurs de mobile, de monnaie électronique. Donc on a RTL, les quatre forts, c'est RTL, Vodacom, Afrimoney et Orange Money. Ensuite, on a les clients, les entreprises ou les individus qui utilisent de nouveaux produits ou des expériences. On peut passer à la deuxième slide. OK, ici, on donne un bref aperçu de facteurs qui ont encouragé la croissance de paiements électroniques en RDC. Donc, on a les 5 grandes tendances, donc les 5 grands facteurs qui ont porté cela. Le premier facteur, c'est l'augmentation de la pénétration de la téléphonie mobile et Internet. On est parti de 2023. En 2023, on a 2,9 millions. Donc, un saut entre 2023 et 2024 de plus de 2,9 millions, 3 millions de nouveaux utilisateurs d'Internet contre 7 millions de nouvelles personnes qui utilisent la téléphonie mobile. On a l'adoption progressive de paiements numériques. En 2014, c'était 15% et en 2017, 22%. Et en 2022, on en était déjà à 26%. On a l'augmentation des détenteurs de portefeuille d'argent mobile. Donc, on a les mobile money, on a, pour ceux qui ont de plus de 15 ans, on comptait en 2023 à 23,3% pour 30% en 2024. À peu près 29 millions d'abonnés actifs en 2024 avec les 4 acteurs majeurs que nous connaissons, Vodacom, RTL, Africell et Orange. On a entré sur les marchés des nouvelles fintech axées sur les paiements. Aujourd'hui, on en dénombre à peu près 35, le nombre total de fintech dans l'écosystème de la RDC. Donc, ils sont là cités pour ceux qu'on connaît qui ont déjà pignon sur rue, MaxiCash, Info7, BC Loan et MFS. Et aussi, ce qui a favorisé la croissance, c'est aussi les régulateurs. On sait bien que dans le gouvernement congolais veut porter l'inclusion financière à 68% à horizon 2028 et cela a été bien repris dans le plan numérique. Donc, à cause de cela aussi, c'est un facteur qui a encouragé la croissance de paiement en RDC. OK, pour parler des précurseurs, comme je l'ai dit, je présente rapidement le diagramme. Ici, on parle de Multipay Congo. Ce n'est pas le seul, mais nous le présentons parce que c'est l'histoire que nous connaissons à notre connaissance et que nous voulons porter présenter ici. On peut passer à l'autre slide. D'accord. Qui est Multipay Congo? Multipay Congo a été lancé en 2015. Il est le fruit de la collaboration entre les banques commerciales, donc la BCDC, la FBN, Equity et Robank qui se sont engagés à mettre en place une solution d'interopérabilité locale de cartes bancaires, entre autres, de permettre à ce que les détenteurs des cartes d'une banque soient à mesure d'aller récupérer et de faire des opérations sur les distributeurs d'autres banques. Multipay est donc le premier switch de paiement électronique en RDC. Les clients d'une banque, membres du réseau, peuvent utiliser leurs cartes privatives et locales sur les terminaux de paiement sur les distributeurs automatiques de billets des autres banques affiliées au réseau Multipay. Et ainsi, grâce à Multipay, cette mutualisation a permis aujourd'hui que le réseau Multipay ait 425 guichets automatiques, plus de 3300 terminaux, plus de 700 000 clients qui sont en mesure de transacter avec l'interopérabilité et une couverture très large dans le pays, d'avoir plus de 40 villes desservies à partir du service Multipay. On peut rester sur le même slide, s'il te plaît. D'accord. Donc Multipay, dans son périmètre aujourd'hui, c'est des solutions cartes Multipay, des accès aux switch monétiques du réseau Mosolo, des accès aux schémas internationaux et aussi de solutions innovantes. Parlant de solutions innovantes, Multipay aujourd'hui est la seule entreprise qui a reçu 4 licences de la Banque centrale. Elle peut agir en tant qu'agrégateur, elle peut agir en tant que fournisseur de canaux de paiement, détenteur de plateformes e-commerce et aussi prestataire de solutions monétiques. Il est lui-même aussi en tant qu'opérateur de switch monétique. Donc, on en parle ici. On peut passer. OK. Puisqu'on est en train de parler de l'interopérabilité, on va voir les demandes B2B qui, aujourd'hui, grâce à l'interopérabilité, puisqu'on parle de l'interopérabilité, on parle des demandes, c'est aussi des opportunités. Les besoins, quels ont été les besoins aujourd'hui que nous voulons remonter? Les besoins essentiels dans le segment hors FinTech,
tendent à l'accès à des solutions digitales de paiement accessibles favorisant l'interopérabilité. Les entreprises recherchent des solutions de paiement fiables, rapides, sécurisées, pour faciliter leurs activités commerciales et optimiser leur gestion financière. Les besoins de FinTech sont de plus en plus relatifs à la capacité à répondre à la demande de manière sécurisée et plus diverse, tenant compte de tous les secteurs d'activité. Deuxième point, on dit les entreprises demandent des services de paiement sont principalement issus des secteurs économiques suivants. On a les secteurs miniers, agricoles, le secteur manufacturier, le secteur de services, le secteur public, les institutions financières, et etc. Il existe des actions de partenariat entre différents acteurs du secteur, mais la possibilité d'établir des contrats bilatéraux n'est pas possible entre les acteurs de petite taille, comme les IMF. Là, on entend de parler des coûts d'accessibilité aux services. Les coûts que les fintech, qu'il y ait une nécessité auprès des fintech pour pouvoir offrir des services aux acteurs comme les IMF qui ont des structures de coûts assez faibles, et relativement, cela n'est pas possible. D'où l'intérêt de mettre en place l'interopérabilité. La demande des services de paiement varie en fonction des besoins, des capacités financières de chaque secteur. Les préférences et les habitudes de paiement évoluent également avec le temps et l'adoption de nouvelles technologies. Les besoins sont variés et spécifiques et concernent principalement la sécurité, la rapidité, la traçabilité, la conformité, la facilité, la flexibilité, l'accessibilité, l'interopérabilité et l'innovation. Le plus grand utilisateur de services de paiement sont les entreprises de grande distribution et les marchands. À cause de ces problématiques qui remontent des demandes, de l'autre côté, nous avons maintenant les opportunités de business liées à l'interopérabilité. Il y a ce besoin de mettre ensemble l'interopérabilité des systèmes monétiques, donc les cartes et les postes, comme nous l'avons vu. On a vu que les banques s'étant mis ensemble, ils ont mis en place Multipay comme Switch et qui y a répondu. Et aujourd'hui, c'est un service qui devient presque indispensable. On a ce besoin de mettre ensemble l'interopérabilité des portefeuilles électroniques et aussi des comptes bancaires, avec le décloisonnement entre les opérateurs économiques et aussi des virements directs. Il y a ce besoin qui est là. Il y a l'interopérabilité des agents bancaires. Toutes les banques aujourd'hui se dirigent et la nécessité d'avoir des agents bancaires n'est plus à démontrer. Ça permet de développer son réseau à très bas coût. Mais il y a ce besoin d'être interopérable pour se rassurer d'une grande couverture autant qu'on a besoin avec la monétique. Il y a l'interopérabilité de plateformes de e-commerce qui est aujourd'hui une nécessité et aussi le besoin de mettre en place la prestation des services connexes. Donc, qu'est-ce qui a influencé, quels sont les facteurs qui influencent ces demandes? On a l'évolution des revenus, donc sur le potentiel, la capacité à utiliser les services de paiement. On a l'économie dollarisée, besoin des services dans les deux devises, en francs et en dollars. Cela rend complexe et coûteux leur développement. On a le cadre réglementaire, comme on l'a dit précédemment. Le cadre réglementaire permet aussi, influence aussi la montée de ces demandes, émission de plusieurs lois qui encadrent le secteur et favorisent la protection des utilisateurs. On a la couverture du réseau mobile permettant aux populations d'utiliser des téléphones mobiles pour les services des paiements mobiles, bien que plusieurs régions et villes bénéficient de la 4G, plus de la moitié du territoire national reste peu, donc sous le DG ou bien non couverte. Il y a la sécurité et la fiabilité des services qui favorisent l'adoption. Il y a l'utilisation excessive du cash aux habitudes et à l'insuffisance des infrastructures permettant de mieux gérer l'activité dans les zones reculées. Il y a les services développés par le Switch qui favorisent une meilleure interopérabilité à moins coût et son attrait pour encourager la participation des acteurs. Ainsi donc, le paysage de fournisseurs de services de paiement par rapport à la demande, qu'est-ce qui est l'offre actuelle sur le terrain? La majorité de fournisseurs de paiement sont basés à Kinshasa. Déjà, ce qu'il faudrait savoir, bien qu'ils proposent des services de façon générale sur le terrain national, mais les institutions offrent leurs services en RDC, mais en n'ayant aucune représentation physique à l'instar d'Axial. Donc, malgré que les fintech, on parle de la couverture nationale, mais la plupart des fintech sont à Kinshasa, et la couverture dans beaucoup de zones en RDC, le problème, il reste encore entier. Donc l'offre reste minimale à ce jour et la couverture du pays n'est pas entière.
Les principales offres concernent les agrégateurs de mobile money, les crowdfunding, les paiements des factures, les recharges airtime, le renouvellement, les abonnements TV Internet et les transferts d'argent. On a les passerelles de paiement en ligne comme via carte, mobile money, PayPal. On a la carte prépayée, la customisation de CRM, le développement de menu switch, à l'instar de FlexPay, le support à des fintech moins robustes, les services de messagerie et des collectes de tasses. Les offres sont majoritairement orientées B2B. Actuellement, dans l'offre qui est proposée en RDC, on a les cibles principales, c'est les banques, les sociétés d'assurance, les marchands, les entités gouvernementales, les PME. Les autres cibles comme les PME d'autres secteurs d'activité comme l'éducation, le e-commerce, à l'exemple de Kivu Green et Faisal, la santé et l'agriculture, mise en place d'une data center pour les entreprises minières, l'électricité, avec Sokobe par Proxipay et les entreprises de grande distribution comme Bralima et Infoset. Toutefois, l'offre reste disparate et pas toujours accessible par des cibles moins financièrement stables. OK. Maintenant, on attaque le sujet, l'interopérabilité, l'évolution de l'environnement financier. On a parlé des acteurs, on a parlé de précurseurs, on a parlé de l'offre actuelle, on a parlé de la demande et on a parlé parmi les facteurs qui soutiennent aujourd'hui l'évolution de paiement en RDC, on a parlé aussi de l'évolution réglementaire. Plusieurs textes encouragent et encadrent les activités de paiement en RDC. Les autorités de régulation ont mis en place des instructions et des lois qui régissent l'ensemble des activités et la qualité des acteurs évoluant dans les activités financières de paiement dont certains points importants sont repris ci-dessous. On a eu la mise en place de l'instruction 42 qui gère les licences dans son ensemble. Pour reprendre quelques articles du texte, on a tout instrument ou plateforme de paiement électronique, donc monétique, paiement par carte, paiement par monnaie électronique, doit être interopérable et tous les systèmes ou plateformes de même nature opérant en RDC. C'est l'article 11 de l'instruction 42. Tout opérateur ou participant d'un système monétique doit certifier son environnement à la norme PCI DSS et ISO ou bien IEC et 27001. Toute cette application traitant des données pour opérateurs doit être certifiée par PADSS, article 18. Chaque opérateur doit mettre en place des dispositifs et des procédures pour se prémunir de fautes sur son système de plateforme, article 18. Donc, cette instruction, elle gère la partie licence et la conformité de plateforme et des acteurs. On a la loi 018 du 9 juillet 2018 sur les systèmes de paiement. Tout instrument voulant développer une offre de service en RDC est sujet à l'agrément à la Banque centrale. Nous connaissons cette loi qui porte sur les agréments. On a la loi 22/68 du 27 décembre portant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement contre le terrorisme. En son article 33, l'identification d'une personne physique, cliente ou intermédiaire implique obtenir son nom, sa date, lieu de naissance ainsi que son adresse de résidence. Cela requiert un document officiel, original, en cours de validité, portant la photographie dont l'authenticité doit être vérifiée par l'opérateur. Une copie doit être faite et conservée. Là, c'est la loi qui porte sur le KYC. On a la loi 23/010 du 13 mars portant sur le code numérique. On a premièrement son article, un des premiers articles que nous avons recopié ici de texte, c'est l'établissement de crédit et les autres émetteurs d'instruments de paiement, l'obligation de fournir aux utilisateurs un support papier ou autre support, des informations relatives aux contrats à conclure et aux opérations de paiement à effectuer. Ils doivent faire signer un contrat à la personne à qui ils délivrent l'instrument de paiement et ou aux fournisseurs de biens et des services qui désirent accepter. On a l'opération de système, l'opérateur de système, les participants et les émetteurs d'instruments de paiement et de fournisseurs de biens et des services d'instruments de paiement sont tenus à la conservation de documents sur une période de 10 ans. La conservation de documents peut être faite sous forme électronique. Ça, c'est sur la partie d'archivage et la conservation de documents. On a le contrat conclu sous forme électronique en application de la loi sont admis comme preuve d'engagement qui énonce que la partie qui en reste en conteste la validité apporte la preuve d'une altération ou d'une
modifications. Ça, ce sont les lois qui sont devenues antérieurement, mais récemment, en septembre 2024, la Banque centrale a mis en place l'instruction 58, pour laquelle on est réunis aujourd'hui, visant l'amélioration de l'interopérabilité des paiements électroniques et encourager la participation au switch monétique. De cette instruction, on a retenu 10 points clés à retenir. Le premier point, c'est que l'objet de cette instruction, c'est d'établir des règles d'interopérabilité de paiement par carte ou par tout autre instrument de paiement électronique en RDC et la participation au switch monétique national. C'est ça l'objet de cette instruction. Établissements assujettis, ce qu'on qualifie d'établissements assujettis, c'est des établissements de crédit, on les liste là, les établissements de crédit, les sociétés financières offrant des services de paiement, les services financiers de la Poste, les opérateurs de systèmes de paiement monétique agréés par la BCC, les agrégateurs, tout autre établissement désigné par la BCC. La portée internationale, elle s'applique également aux opérateurs de systèmes de paiement régionaux et internationaux. L'acceptation universelle. D'accord. On a l'acceptation universelle. Donc, elle porte aussi, cette instruction parle de l'acceptation universelle. C'est-à-dire que tout instrument de paiement électronique émis par un établissement assujetti doit être accepté en paiement par tous les autres établissements assujettis à cela. On a l'interopérabilité de plateforme. Cette instruction sacre l'interopérabilité. Toute plateforme de services de paiement mise en place par les établissements assujettis doit être interopérable avec tous les autres établissements assujettis. On a la connexion obligatoire. Les établissements assujettis doivent se connecter au switch monétique national. On a la participation étrangère. Les systèmes de paiement établis à l'étranger souhaitant faire participer un établissement assujetti doivent d'abord se connecter au switch monétique national. Donc cette instruction consacre l'interopérabilité au niveau du switch monétique national. Les sanctions. Le non-respect de cette instruction expose les contrevenants aux sanctions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Voilà. Le délai de conformité. Les établissements assujettis ont un délai de 6 mois pour se conformer à cette instruction. Voilà. Et l'entrée en vigueur, cette instruction entre en vigueur 6 mois après sa signature. Ce sera là les 10 points essentiels à retenir sur l'instruction 58. Et je pense que de ce point, je finis ma keynote et je vous remercie. Merci beaucoup, Dominique, pour cette brillante présentation. Alors, juste pour faire la synthèse, il vient de faire une keynote sur l'interopérabilité en RDC. Il a présenté d'abord les acteurs de l'écosystème des paiements interopérables. Il a présenté les précurseurs de l'interopérabilité en RDC. Après, il a parlé des acteurs qui sont dans la demande et quels sont les facteurs qui influencent la demande. Après, il a parlé aussi des acteurs qui sont dans l'offre et quelles sont les différentes offres qui sont disponibles. Après, il a clôturé avec le cadre réglementaire aujourd'hui qui est autour des paiements en RDC. Ainsi, je vous demanderai encore de l'encourager au moment où nous allons accueillir tous les panélistes d'aujourd'hui pour ce panel. Je commence par Madame Mirella, qui représente l'Association des institutions de microfinance. On continue avec les directeurs adjoints, Monsieur Manda Christel. On continue avec le représentant de l'Association congolaise des banques, Monsieur Olivier Mouissa. Approchez. On continue avec le représentant de l'Association des FinTech en RDC et le coordonnateur d'ICEF, M. Boni Maya. Approchez. En même temps, je profite pour une excuse de Mme Sephora Chiombo, qui est toujours bloquée avec les embouteillages. Actuellement, il y a de fortes
embouteillage à Kinshasa. Et d'un temps à un autre, il pourra rejoindre le panel. Très rapidement, nous allons commencer le panel d'aujourd'hui, que nous pensons être très interactif. Déjà, je voulais signaler que la session aussi est streamée et qu'en ligne, nous avons déjà reçu environ 25 questions de la communauté. Mais nous allons d'abord commencer avec nos questions que nous avons prévues. Et puis, à un moment, nous allons prendre aussi les questions de notre audience. Alors, pour commencer, ce panel va s'articuler sur 5 points majeurs. La première partie de ce panel va porter sur la pertinence stratégique de l'instruction 58 de la Banque centrale que M. Dominique vient de présenter et les impacts attendus. La deuxième section va porter sur les défis et solutions concrètes de mise en œuvre. La troisième partie va porter sur l'inclusion et l'équité d'accès. La quatrième partie va porter sur les recommandations et les pistes de collaboration. Et la dernière partie portera sur les échanges avec vous, notre audience. Déjà pour commencer, je vais commencer avec M. Manda. Si juste vous pouvez vérifier si votre microphone va fonctionner. Voilà, super. Alors, juste pour commencer, sur la partie pertinence stratégique, aujourd'hui, l'instruction 58, on vient de nous partager les 10 points clés, mais on se pose la question de savoir pourquoi seulement aujourd'hui. Merci pour la question. Bonjour à tous. Déjà, je veux remercier les organisateurs pour cette initiative, parce que pour la Banque centrale, l'interopérabilité est un sujet stratégique pour la promotion de l'inclusion financière. Alors, pour répondre à la question, j'aimerais rapidement rappeler l'historique de l'interopérabilité au Congo. Je ne sais pas répondre directement à cette question, mais j'aimerais quand même rappeler d'où nous venons et où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Donc, tout est parti du 7 avril 2005. Le gouverneur de la Banque centrale a adressé un courrier à toutes les banques pour leur autoriser à installer les solutions monétiques dans le pays. Avant cette date-là, il n'existait pas de monétique dans ce pays. Et donc, les banques ont commencé à émettre des cartes et à installer des terminaux de paiement. Mais toutes ces cartes étaient totalement privatives, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas interagir avec d'autres acteurs du marché. Donc, si j'ai une carte d'une banque A, je ne peux que l'utiliser auprès de ma banque. Donc, aucune interopérabilité. En 2008, il y a la crise financière mondiale et l'année prochaine, les banques devaient s'adapter et la Banque centrale a dû se lancer dans un vaste projet de modernisation de son système national de paiement. Et dans ce cadre, la Banque centrale a élaboré la toute première stratégie nationale de paiement. Et dans cette stratégie nationale de paiement, il y avait, je dirais, 4 axes majeurs. Et le premier projet, c'était de mettre en place un système de règlement brut en temps réel, qui est le RTGS. N'oubliez pas que le switch monétique ne mouvemente pas les fonds. Le switch monétique permet de véhiculer des informations. Et pour mouvementer les fonds, ces informations doivent aller dans un système qu'on appelle le RTGS, qui est géré à la Banque centrale. À côté du RTGS, la Banque centrale a mis en place le projet dans sa stratégie d'automatiser la chambre de compensation. Et un troisième projet, c'était de mettre en place un switch monétique national comme unique plateforme d'interopérabilité dans le pays. Et à côté de ces 3 infrastructures, il fallait mettre aussi en place une loi pour encadrer le système national de paiement. Et donc, c'est la première fois que la notion d'interopérabilité a été mentionnée dans les textes de la Banque centrale. Nous passons à l'étape de la mise en œuvre. Et cette interopérabilité qui a été mise dans la stratégie ne concernait que les cartes. Pourquoi? Parce qu'en 2009, on n'a pas de monnaie électronique en circulation. Au mois de novembre 2011,
la Banque centrale va publier l'instruction 24 qui a permis l'arrivée des émetteurs de monnaie électronique dans le pays. À l'époque, il y en avait 3, Airtel Money, Vodacash et Tigo Cash. 4 ans après, Multipay va arriver comme switch privé avec 4 banques. Mais là, l'approche de Multipay était en déphasage avec la stratégie de la Banque centrale qui voyait dans le pays un seul switch national. Mais là, il y a un switch privé qui vient pour justement démarrer cette interopérabilité. Et la Banque centrale va autoriser que ce switch puisse s'installer, mais en spécifiant que c'était une autorisation provisoire pour une activité qui devait s'arrêter une fois que le switch monétique national arrive. En 2017, la Banque centrale va mettre en œuvre son RTGS pour justement gérer tous ces flux d'interopérabilité. Arrivé en 2018, nous avons la loi sur le système de paiement. Et ce que nous avons fait par rapport à la loi, 2 choses que je veux mentionner. On a autorisé l'existence des switches privés, ce qui a permis à Multipay de poursuivre ses activités. Ensuite, nous avons consacré le caractère obligatoire de l'interopérabilité. Mais là, dans la loi, nous disons que les acteurs du marché doivent pouvoir coopérer justement pour garantir cette interopérabilité entre les différents moyens de paiement et services de paiement du pays. On parle d'une coopération tout en laissant la possibilité aux acteurs du marché de compétir sur les services. Et donc là, c'est la notion de compétition. Donc, mutualisation des efforts sur les infrastructures, compétition sur l'offre des services. Donc, c'est le principe qui a été consacré au niveau de la loi. Là, c'est 2018. Jusque-là, il n'existe aucun cadre réglementaire pour encadrer l'interopérabilité. Ça n'existe pas. Et donc, les banques et les émetteurs de monnaie électronique commencent à développer l'interopérabilité à leur manière. Et on a vu émerger ce qu'on appelle l'interopérabilité bilatérale, c'est-à-dire du direct entre banques et émetteurs de monnaie électronique. Et là aussi, en violation de la loi. Parce qu'au niveau de la loi, en son article 9, la loi de 2018, l'interopérabilité doit conduire à une compensation multilatérale. Il n'était pas permis qu'il y ait une compensation bilatérale, ça veut dire que les acteurs ouvrent des comptes dans les systèmes de l'autre, vice-versa, pour faciliter cette compensation. Et ça, c'était interdit dans la loi, tout simplement parce que derrière, cette compensation va conduire à un règlement sur 2 comptes qui ne sont pas protégés par la loi. Parce que dans la loi, nous avons la notion d'insaisissabilité des comptes de règlement. Et ce qui est fait en bilatéral n'est pas protégé et la Banque centrale a du mal à suivre. En 2020, en pleine crise Covid, la Banque centrale va sortir l'instruction 42 qui a été présentée tout à l'heure. Là-dedans, nous reprenons pour la première fois le caractère obligatoire de l'interopérabilité et nous indiquons les différents services qui font l'objet d'interopérabilité, carte, monnaie électronique et autres. Mais à ce stade-là aussi, on ne dit pas comment mettre en œuvre cette interopérabilité. Nous disons que c'est obligatoire, mais comment on le fait, on ne le dit pas. Entre-temps, il y a plusieurs solutions banque to wallet, wallet to bank qui se développent et donc difficile à gérer pour la Banque centrale. Dans la même instruction, nous avons permis l'entrée sur le marché des nouveaux acteurs qu'on appelle prestataires des services connexes. Et là-dedans, nous avons les agrégateurs qui sont des fintechs qui offrent des services aux institutions financières. Mais à ce stade-là, les fintechs ne sont pas autorisés à participer directement à un système de paiement comme un switch. Pour participer à un switch, les fintechs devaient passer forcément derrière une institution financière. Là aussi, ça complique la situation. Pourquoi? Parce que les fintechs avaient des difficultés d'interopérabilité au niveau des marchands. Lorsqu'ils apportent des solutions comme des passerelles de paiement, ils avaient difficulté à faciliter l'acceptation de paiement. Et derrière, ils ont commencé eux aussi à mettre en place une sorte d'interopérabilité pour permettre aux marchands d'accepter des cartes ou la monnaie électronique qui ne correspond pas à l'établissement acquéreuse ou teneur de compte. Et donc, c'est une situation très difficile pour la Banque centrale, surtout pour nous qui sommes surveillants de systèmes de paiement. Aucune visibilité, aucune traçabilité, tarification non maîtrisée, et donc on évolue dans cette situation-là. La Banque centrale poursuit ses efforts pour mettre en place le switch monétique national. On est au mois de novembre 2020, la Banque centrale va lancer l'instruction 48, qui n'a pas été mentionnée. C'est l'instruction qui vient consacrer ce qu'on appelle le scheme, ou le schéma de paiement, baptisé Mosolo, tout simplement parce que le switch monétique, c'est juste une infrastructure technique.
Mais derrière, il faut présenter une marque commerciale, il faut définir des règles d'arbitrage en cas de litige, il faut définir une politique de tarification, il faut voilà, la politique de gouvernance. Et c'est ça que l'instruction 48 vient amener. Et l'instruction 48 va finalement spécifier un standard en termes de carte de paiement Mosolo en définissant des profils clairs pour la carte prépayée, débit, crédit. Un peu à l'image de Visa, Mastercard. Donc là, vous avez un schéma de paiement national, comme le JMIOMOA au niveau de l'Afrique de l'Ouest ou le JIMAC au niveau de l'Afrique centrale. Ce qui a permis à la Banque centrale de lancer le 23 décembre 2020 le switch monétique national sous la marque Mosolo. Et là, nous avons démarré en phase pilote avec 4 banques. UBA, Access Bank, BOA et Sofibank. Alors, nous allons évoluer dans l'espoir que les différents acteurs du marché allaient rejoindre la plateforme. Nous allons nous rendre compte que de 2020, au moment du lancement de la phase pilote, à fin 2022, le switch ne se développe pas. Pire encore, il y en a qui se sont carrément déconnectés, une régression totale. Le gouvernement du pays le gouvernement national va initier l'élaboration d'une stratégie d'inclusion financière, la SNIF. Et dans le cadre de la SNIF, nous allons consacrer tout un objectif stratégique sur l'accès accru aux services financiers. Et là-dedans, l'activité principale, c'est l'interopérabilité. Et dans la stratégie d'inclusion financière, on va dire qu'il va falloir maintenant rendre obligatoire, c'était déjà fait, l'interopérabilité, mais préciser de quelle manière nous devons mettre en œuvre cette interopérabilité. Deuxième élément important, autoriser les fintechs à se connecter directement au switch pour éviter la lourdeur de passer derrière des institutions financières. La SNIF, la stratégie nationale d'inclusion financière, est adoptée au mois de juillet 2023. Nous sommes mis au travail pour sa mise en œuvre. C'est comme ça qu'au mois de septembre 2024, cette instruction 58 va être publiée avec son entrée en vigueur 6 mois, c'est-à-dire le 4 mars 2025. Mais non, de septembre 2024 à mars 2025, je dirais au mois de mai, nous sommes partis de 4 banques à 12 qui sont aujourd'hui connectées sur le switch monétique national. Là, la Banque centrale, toujours dans le cadre de cette instruction, va maintenant s'attaquer à tous les systèmes de paiement informels et illégaux, notamment les systèmes de paiement bilatéraux, wallet to bank, bank to wallet, pour que toutes ces solutions soient migrées dans le switch monétique national afin de développer une interopérabilité harmonieuse et conforme à la loi sur le système de paiement. Donc, je pense que j'ai répondu à la question. Exactement. Alors, sciemment, j'ai laissé le directeur expliquer l'historique pour que nous puissions comprendre d'où est-ce que nous venons et comment est-ce que nous sommes arrivés aujourd'hui à l'instruction 58 de la Banque centrale. Alors, je vais me tourner vers M. Olivier. Aujourd'hui, quel est l'impact que vous êtes en train d'attendre de cette instruction en termes de vos relations interinstitutionnelles? J'aimerais un peu qu'on aille un peu plus loin parce que l'impact, en tant qu'association congolaise de banques, représentant de toutes les banques ici, l'impact est beaucoup plus large parce qu'il y a un impact interinstitutionnel, mais il y a un impact pour le client parce que les banques sont d'abord des institutions centrées clients, donc customer centric. Ensuite, il y a un impact même pour nous en tant que banque. Donc, je vais commencer par le client. Le client, je vais utiliser 3 use cases pour montrer l'impact. Le premier use case, c'est sur l'utilisation du cash. Grâce à un switch national, on aura un impact sur l'utilisation du cash. Je m'explique. Le directeur Manda a souligné que les banques produisaient des cartes privatives, c'est-à-dire nous fonctionnons en silo. J'ai ma carte d'une banque C, il est 22 heures, je dois acheter des produits dans une pharmacie qui utilise un terminal de paiement d'une banque A. Je suis supposé d'abord aller dans l'ATM de ma banque C, retirer du cash, ensuite venir payer. Quel est le risque? Le risque, c'est que il y ait peut-être un incident avec cet ATM, ou bien c'est que la banque
a un réseau limité d'ATM. Donc, le client est exposé. Donc, déjà, avec cette interopérabilité, le client a sa carte C, il va sur un terminal de paiement A, sa transaction passe. La deuxième chose, c'est la mutualisation des points de service. Aujourd'hui, en RDC, pour 100 000 personnes, il y a 2 GAB. Pour 100 000 personnes, il y a 2 GAB. Mais vous savez, aujourd'hui, les banques, nous évoluons sur un modèle qui marche chez nous, l'agency banking. Donc aujourd'hui, toutes les banques réunies, on a plus de 20 000 agents bancaires. Grâce à l'instruction 58, elle couvre aussi, elle oblige que les agents bancaires passent par le switch national. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'augmente les points de service de ma clientèle. Et le dernier point, et qui est très important, c'est la tarification. La Banque centrale, dans son article 16 de l'instruction 58, elle établit le principe des commissions qui vont gérer les retraits, les paiements auprès de marchands grâce au switch national. Le deuxième point, c'est la relation interinstitutionnelle. Dans la relation interinstitutionnelle, le premier point, c'est la création du GMIC, donc le groupement monétique interbancaire. C'est-à-dire que la Banque centrale nous met tous ensemble autour d'une table, elle donne les parts égales à toutes les banques, elle vous dit, ensemble, co-construisons le système de paiement en RDC, réfléchissons sur cette interopérabilité. Quelle est la vision sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme? Le deuxième point interinstitutionnel, il a souligné, c'est la compensation. La compensation a un impact sur les marchands. Parce que aujourd'hui, le marchand doit tourner avec cette trésorerie. Grâce à une compensation automatisée, donc on parle de SAREC, grâce à une compensation automatisée, le marchand reçoit en temps réel, peu importe la banque, peu importe le moyen de paiement que le client présente, le marchand bénéficie de sa compensation. Mais on va plus loin. On va plus loin dans le sens où la vision, elle est plus grande. La vision, elle est que aujourd'hui, en tant que banque, les banques allaient de manière cavalière. Donc, je parle, exemple, du switch de la SADC. Donc, moi, la banque A, je vais aller me connecter sur le switch de la SADC parce que je veux offrir une expérience augmentée à mes clients. Mais grâce au switch national, on ne va plus de manière cavalière. La Banque centrale dit, allons ensemble en tant que nation. Donc, la Banque centrale se positionne sur les switches régionaux, elle se positionne sur le switch africain, et voire même elle se positionne de manière internationale en se connectant sur les switches européens. Le dernier point, c'est en tant que banque. En une minute, s'il vous plaît. Oui, en une minute, en tant que banque, grâce au switch, on nous donne une identité bancaire. Aujourd'hui, on a la carte Mosolo, une carte standardisée avec des normes de sécurité qui nous donnent tous une identité bancaire. Et grâce à l'interopérabilité régionale, c'est-à-dire qu'on est un pays qui a 9 voisins aujourd'hui et on veut promouvoir le commerce interfrontalier. On parle de la ZLECAf, on parle de ces évolutions-là. Il faut qu'on ait un moyen de paiement qui permette à nos concitoyens d'être à même de répondre à ce besoin de commerce interafricain. Merci. Merci beaucoup, Olivier. Alors, je vais me tourner vers l'ambassadrice des institutions de microfinance. Nous savons la particularité des institutions de microfinance en RDC. Alors, aujourd'hui, selon vous, qu'apporte-t-il de nouveau? Ça porte beaucoup de choses. Parce qu'effectivement, le microfinance touche la partie de la population qui a plus besoin d'accès à sa finance. Et juste à date, comme les prédécesseurs ils ont bien dit, on avait développé des solutions qui sont effectivement locaux. Alors, plusieurs institutions, ils ont fait ça seuls. Ça vous dit que toi, comme pour exemple, moi je représente Finca, nous on a déjà développé, on a fait des paiements, on a les cartes, on a la possibilité de faire push and pull avec les menus, mais ils sont plusieurs autres institutions qui n'ont pas cette capacité.
Et avant cette instruction, les microfinances et le COPEC, ils n'avaient pas le droit, effectivement, d'avoir cet accès. Mais maintenant, ils ont ouvert la porte. C'est énorme pour l'institution de microfinance et pour COPEC, parce que tu as la possibilité maintenant de donner opportunité à chacun, comme c'est bien dit, de ne pas dépenser de gazole, de ne pas dépenser ton temps, d'effectivement de gagner beaucoup plus. Aujourd'hui, nous, on a, ils ont dit 30 000, nous, on a un réseau de 1700 chez nous, agents bancaires, mais parce que on s'était mis ensemble avec M-Pesa, qui a 30 000 agents, effectivement, le client de cette institution, ils sont 31 700 agents. Mais si on se connecte tous ensemble, comme la Banque centrale est en train de nous donner cette opportunité, ça vous dit qu'encore en plus, alors le client, ils ont maintenant la possibilité de ne pas partir loin, ici chez moi. Ça, c'est énorme. Et quand tu donnes cette opportunité à quelqu'un, tu as aussi donné l'opportunité d'avoir plus de temps pour sa famille, plus de temps pour s'investir. Et aussi, je pense qu'il va comprendre encore plus le service. Parce que le service digital, pour moi et pour nous, c'est le futur. Alors, en train d'éduquer cette partie de population qui en a très besoin, avec la carte, l'utilisation de cette carte, tu es en train d'ouvrir la porte pour beaucoup d'autres opportunités. Tu as créé une visibilité. Tu peux éduquer les familles, parce que n'oubliez pas, les microfinances et le COPEC qui servent beaucoup plus de les banques, les femmes. Alors, quand tu as donné l'éducation aux femmes, c'est dit éduquer une femme, tu as éduqué une nation. Ça veut dire qu'on est en train de vraiment pénétrer. Alors, je dis qu'on remercie beaucoup la Banque centrale pour l'opportunité qu'elle a donnée à toutes les microfinances. Avec un son actuellement, parce que ce n'est pas tout le monde qui a un système bancaire. Et je remercie aussi la Banque centrale, peut-être on va, Banque mondiale, on va parler après, parce qu'avec le projet Transform, a donné l'opportunité à les microfinances à COPEC d'avoir en réalité un système et pour permettre à se connecter. Vous comprenez, quand on discute de l'électronique, on ne doit jamais oublier que la partie plus importante de protéger ce système. La sécurité, c'est très, très important. Ça veut dire que l'institution doit faire cet investissement pour grandir et les microfinances ne sont pas les tâches tellement grandes comme les banques. Alors, l'autre élément que je veux ajouter, c'est aussi parce que cette instruction, il force les banques et l'institution effectivement de prendre ce chemin que peut-être autrement ils n'avaient pas pris. Alors, je pense que ça, c'est aussi une chose très importante. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Mirella. Alors, je rappelle que Madame Mirella représente plutôt l'Association des institutions de microfinance, plus que FINCA. Alors, oui, de son intervention, on comprend que maintenant, on peut parler de la monétique dans la microfinance, alors que c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas parler il y a 1 année ou 2 ans. J'ai aimé la partie coercitive, qu'on oblige les institutions à se connecter. Et dès là, vous avez directement introduit la question aux représentants des associations de FinTech. Alors aujourd'hui, en tant qu'institution FinTech, comment est-ce que vous percevez aujourd'hui l'obligation d'interopérabilité qui est imposée par les régulateurs via l'instruction 58? Alors, avant de répondre à ça, j'apprécie le fait que vous dites que je suis le représentant des associations de FinTech parce que, pour la petite histoire, c'est qu'il était question que les FinTech puissent se réunir dans une association corporative pour pouvoir faire front commun face à tous les enjeux sur la régulation des FinTech et tous les enjeux sur l'écosystème finance digitale. Il y en a eu 3 qui sont partis en queue de poisson. Et pour finish, aujourd'hui, il y a une fusion des associations de FinTech. Donc, il y a une seule association de FinTech actuellement qui est la DFA, DRC FinTech Association, qui réunit toutes les 3 initiatives en une seule. Donc, voilà. Maintenant, c'est plutôt le représentant de l'association de FinTech qui est la DFA. Voilà. Maintenant, la question, c'était comment est-ce que vous trouvez ces caractères coercitifs que vous êtes imposés de rejoindre le switch? Alors, pour nous, c'est très bénéfique. Pourquoi? Parce que le directeur Mandel a dit,
Au départ, les fintechs étaient obligés de passer derrière les institutions financières pour pouvoir intégrer certaines solutions financières. À ces jours, les fintechs peuvent aller directement et participent bien entendu aux réunions de chaque jeudi sur la mise en exécution de l'instruction 58. Ça, c'est une chose, mais de l'autre chose, c'est que en s'intégrant au switch monétique national, les fintechs ont plus d'opportunités. Pourquoi? Parce que faut déjà savoir que pour qu'une fintech puisse développer un produit ou un service, le fintech est obligé de faire du one-to-one avec toutes les institutions bancaires ou les microfinances. Alors, le fait que toutes les institutions bancaires soient connectées au switch monétique national, ça permet à la fintech d'étendre son offre de valeur, ses différents services, et les proposer sur des applications mobiles, des menus SSD, des chatbots WhatsApp et ainsi de suite, des possibilités de transférer de l'argent provenant de Equity, de Finca, d'Aerobank via le switch monétique national, qui permet à la fintech d'être beaucoup plus ouvert. Et donc, en disant beaucoup plus ouvert, je parlerai de l'Open API qu'il y a derrière le switch monétique national, qui permet aussi, parce qu'il faut savoir, peut-être le directeur Mandat ne l'a pas dit, mais le switch monétique national ne permet pas que les mouvements interbancaires. Le switch monétique national permet aussi beaucoup de services derrière, entre autres les passerelles de paiement, pour pouvoir agréger les différents paiements sur les sites de vente en ligne. Et bien d'autres options sont derrière le switch monétique national qui seront bien sûr lancées au fur et à mesure. Je crois qu'il reviendra dessus. Et ça permet par exemple à une fintech de lancer une solution, une offre de passerelle de paiement au travers du switch monétique national sans aller rencontrer chacune des banques pour pouvoir négocier les différents API ou bien codes d'interfaçage. Merci beaucoup, M. Boni. Tout ce que vous venez de dire, ça fait rêver. Mais nous savons que pour tout un déploiement technique, il y a des défis. Et je vais commencer quand même avec Madame Mireille. Je pense que vous ne vous attendiez pas à cette question. Mais comme Finca fait cas d'études de microfinance en termes d'interfaçage avec les switches monétiques, aujourd'hui, comment est-ce que les microfinances ou les coopératives doivent-elles se préparer à s'interfacer au switch? Parce que je sais que dans cette salle, il y a les représentants des institutions de microfinance qui se posent cette question. Je sais qu'il y a eu des séances avec la Banque centrale sur la mobilisation, la sensibilisation, mais concrètement, en 2 minutes, comment est-ce qu'elles peuvent se préparer? Concrètement, en 2 minutes, effectivement, ils doivent parler à leur board. Mais on avait dit que c'est maintenant obligatoire. Alors, on sait que de se transformer, de faire des grands investissements sur votre core banking system, système bancaire, effectivement aussi toute la partie de garder le certificat de sécurité, c'est pas facile. Alors, j'avais dit avant qu'avec l'appui de la Banque mondiale, avec le projet Transform, on a fait finalement, on a donné la possibilité à toutes les microfinances effectivement de s'occuper d'avoir un système de core banking system qui va permettre avec une mini switch que ça va se connecter avec le switch de la banque centrale, d'effectivement d'avoir une carte Mosolo. C'est pas facile. Hein. Ça a pris trop de temps, il y en a des deadlines. Maintenant, on se trouve dans une situation difficile. Beaucoup de notre institutions, ils sont en exposition énorme dans l'est des pays. Ça veut dire que la situation, c'est encore plus difficile pour les microfinances et pour le COPEC. Moi, je pense qu'avec ce contrat, on va être capable de donner accès, pas seulement à Finca, à Baobab, à SMICO, mais à toutes les institutions, effectivement, de microfinancement. Ils devront signer ce contrat. Ils devront aussi s'engager. Parce que quelqu'un vient de donner un système bancaire, ce n'est pas facile. Ça veut dire que tu peux faire de migration. Tu devras dédier ton équipe. Tu devras travailler beaucoup pour faire ça. Et tu devras aussi toujours faire update de ton système. Alors, comme nous y sommes, vous allez garder le microphone. Quels sont les principaux défis que vous, les institutions dans votre association, rencontrent dans exactement l'application de cette instruction de la Banque centrale? Je commence avec les choses qui n'ont rien à faire avec l'application de cette loi. On présume qu'on est déjà là.
on a la carte, mais on se prépare techniquement, mais le client ne veut pas le prendre, la carte. Les marchands ne vont pas accepter parce qu'on se trouve déjà là. Tu vas chez le marchand, il n'accepte pas d'être payé. Il dit non, je veux le cash. Alors, je pense qu'on doit penser aujourd'hui, et on doit commencer aujourd'hui avec une publicité énorme, de promouvoir la carte Mosolo, d'effectivement faire cette moyen de paiement un moyen accepté de tout le marché congolais et de la personne. Parce que ça va impacter. Si on développe, on a un système là-bas, personne ne va utiliser. Alors, on doit commencer par ça, en train d'éduquer digitalement notre clientèle. Après ça, comme je vous avais dit, chacune des institutions, il doit essayer de trouver du support financier et de développer et de prendre chez eux des personnes intelligentes. Le futur, c'est digital. Alors, on a besoin de sécurité. Système de sécurité. On ne peut pas demander à quelqu'un là, oh, tu vas faire la sécurité pour moi. C'est impossible. Tu devras avoir ça chez toi à la maison. Tu devras te certifier. Alors, tu devras comprendre ça veut dire quoi. Tu devras créer des chemins de produits, chemins de contrôle interne. Beaucoup de choses. Mais éduquer le client, trouver de l'argent, trouver cet investissement. Si vous voyez le contrat que la Banque centrale a partagé avec nous, le microfinance et le COPEC, ils devaient trouver 1,4 million de dollars, je pense, pour s'installer, pour s'intégrer là-bas. On a de boulot à faire, on a de travail à faire. Effectivement, c'est une partie. On a besoin de soutien de tout le monde. On n'oublie pas que le microfinance, il semble petit, mais effectivement, ils servent la partie de la population beaucoup en besoin. Exactement. Merci beaucoup. Merci. J'apprécie beaucoup le point que vous avez soulevé sur la sensibilisation et la partie de l'éducation financière aussi de la population. Parce que, in fine, c'est la population qui va utiliser ces cartes. Et tant que la population est encore attachée au cash, l'adoption sera quand même difficile. Merci beaucoup, Madame Mirella, pour cela. Alors, je me tourne vers Olivier. Aujourd'hui, les structures dans votre association, je pense que les réalités sont un peu différentes avec les microfinances. Oui, souvent les microfinances ont peur des grands chiffres, mais je sais que ce n'est pas votre cas. Mais quels sont les défis que les structures que vous représentez aujourd'hui rencontrent dans l'implémentation de l'instruction 58? Je pense que le plus grand défi d'abord, c'est un défi d'adaptation. Parce que ce qui se passe, que lorsqu'on se concentre sur l'instruction, la Banque centrale permet une interopérabilité en monnaie nationale, mais elle restricte l'interopérabilité en monnaie étrangère parce qu'on veut, c'est une volonté nationale, on veut promouvoir notre monnaie. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que l'instruction 58 oblige toutes les banques de communiquer les BIN qu'on utilise. Les BIN, ce sont les numéros d'identification qu'on donne à nos cartes. Donc on doit tous les renseigner au niveau du site national. C'est-à-dire que lorsque je suis client d'une banque A, je vais sur un ATM d'une banque B, je veux retirer en USD, ça ne passera pas. Parce que l'instruction est coercive. L'instruction me dit seulement mes clients pourront désormais faire les opérations en monnaie étrangère à mon niveau. Donc déjà, il y a ce volet-là qui... C'était une stratégie de dollarisation de l'économie congolaise. Non, on est tous alignés à cette stratégie. Bien que 90% des transactions en RDC sont en dollars, mais si c'était leur contribution aussi à... Non, la Banque centrale a déjà contribué grandement à la dédollarisation. Déjà, il y a le fait que tous les paiements auprès des marchands, que ce soit marchands physiques, marchands virtuels, marchands en ligne, ça doit se faire désormais en monnaie nationale. Non, on ne parle pas de monnaie locale, monnaie nationale. Okay. Monnaie nationale. Ensuite, le grand souci de ça, c'est de contrôler maintenant les marchands. Parce que nous, les institutions, on s'aligne aux instructions de notre autorité de régulation, de réglementation. Mais maintenant, c'est les marchands. Donc, ça doit être un effort national maintenant. Parce que les marchands peuvent impacter sur l'expérience client parce qu'ils peuvent jouer avec le taux. Donc, il y a
toute cette régulation maintenant qui doit être mise en place d'un point de vue global, d'un point de vue inclusif. Ce n'est pas d'un côté demander aux banques de s'aligner, mais de l'autre côté, on laisse le marchand définir son pricing. Mais c'est à vous, les marchands vous appartiennent. Et certains. Là, on sort même du cadre réglementaire parce qu'on devient même, là on touche à l'économie nationale, donc on doit inclure maintenant une discussion plus large, plus inclusive, où on doit maintenant mettre en place des points de réglementation. Donc ça, c'est l'une des grosses difficultés. Pour moi, il n'y a pas trop de... Au niveau du secteur bancaire, il n'y a pas trop de défis, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de formule secrète. Le plus gros défi maintenant des banques, c'est-à-dire que la Banque centrale, on lève tout ce qui est avantage compétitif. Parce qu'avant, on choisissait une banque en fonction de son réseau, par exemple. Parce qu'il a un plus large réseau, il est plus proche de moi, je choisis cette banque. Ou bien parce qu'il a telle intégration avec telle société de télécom, je choisis cette banque. Maintenant, le jeu devient coopératif. C'est-à-dire, si je ne fournis pas un service bancaire excellent, le client va choisir une banque qui lui fournit un service bancaire excellent parce que la carte est interopérable. Mon moyen de paiement est interopérable, je peux l'utiliser partout. Donc, pour nous, c'est un rappel à l'ordre pour s'améliorer et fournir des services bancaires excellents. Alors, Olivier, depuis septembre jusqu'à aujourd'hui, on est passé de 4 acteurs à 12. Mais on comprend que dans ce nombre, il y a beaucoup de banques qui ne sont pas encore là. Alors que vous dites que vous n'avez pas de défis. C'est quoi le problème alors? Le problème, c'est que chaque banque a son site. On va revenir à la standardisation. Chaque banque a son core banking system. Chaque banque a le switch qu'il utilise. Chaque banque a les spécificités des cartes qu'il utilise. La première des choses, c'était de nous aligner aux standards de la Banque centrale. Donc, vous savez aussi que chaque banque appartient. On a des banques locales, on a des banques panafricaines, on a des banques internationales. Sur un point de vue panafricain, on appartient à des groupes. OK? Et ces groupes, pour soumettre un projet, on suit toute une procédure. Le problème est plus procédurier que technologique. Parce que dès qu'on obtient le go du groupe, ils vont mettre les ressources nécessaires, on commence à développer la solution. Mais vous voyez ce timing-là. Donc, on peut soumettre un dossier. Je vais juste vous donner une séquence normale. On a une requête de projet. On a un business case qui ressort la rentabilité du projet. Vous voyez, nous, les banques, on est très poussé rentabilité. Après ça, on fait un business requirement development qui définit toutes les étapes du projet. Ensuite, tous ces 3 documents, on les fait valider en ESCO local, en exécutive le comité local. Ensuite, on passe en capital allocation. Vous voyez vous-même les étapes. On passe en capital allocation au niveau d'un groupe. Non, c'est pas le coût, c'est le temps. Et nous, derrière, on a notre régulateur qui nous dit 6 mois. Donc aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on a demandé à notre régulateur d'extend le délai. Mais la réalité, c'est que toutes les banques vont s'aligner. Plusieurs banques déjà commencent à émettre. L'instruction nous demande déjà de communiquer à nos clients que la carte Mosolo existe et toutes les banques se sont alignées. On communique, donc on sera prêt. Merci beaucoup, Olivier. C'est bien à entendre que toutes les banques, bientôt, elles vont se connecter. Alors, juste pour finir, Monsieur Boni, qu'en est-il des structures dans votre association? Quels sont les défis? On sait déjà que le FinTech, toutes les questions liées à la digitalisation, d'emblée, vous êtes déjà prêts. Mais on veut savoir, pour être certain que pour ce qui concerne cette instruction, c'est aussi le cas. Alors, les défis, je commencerai par un défi technique, c'est que qui dit aller au switch monétique, c'est quand même maîtriser l'ISO 85-83 pour tout ce qui est code et ainsi de suite. Après, c'est un défi réglementaire parce qu'il faudrait forcément être reconnu comme prestataire de services connexes auprès de la Banque centrale du Congo. Et on sait tous le chemin des titans qu'il faudrait suivre. Et puis, on a un défi en capital aussi, parce que certaines fintechs commencent très petits.
On a des jeunes start-up, je dirais entre guillemets, qui lancent des solutions innovantes, mais qui doivent suivre ce parcours-là avec des budgets assez réduits et qui espèrent au finish avoir des VC qui vont donner de fonds. Donc, ce sont à chaque niveau des parcours assez difficiles. Mais au-delà de ça, ça reste une très bonne chose, le fait que les fintechs soient autorisés aussi à entrer au système monétique national, parce que ça réduit l'intermédiation et ça réduit les coûts. Qui dit réduire l'intermédiation, c'est réduire les coûts, parce que on sait tous que l'un des freins de l'utilisation de paiement par solution numérique, c'est le coût. Quand on va derrière les EME, c'est 2,5, 3% à minima. Alors que quand on passe par le système monétique national, il y a des frais vraiment régulés. Et c'est non seulement au bénéfice de la fintech, mais c'est au bénéfice aussi aux derniers clients qui hésitent de moins en moins. Et au-delà de ça, les fintechs offrent également beaucoup de solutions de connectivité en banque ou wallet to bank. Non seulement les institutions de microfinance, mais aussi qui ne sont pas encore connectées, mais aussi les coopératives d'épargne et les crédits, et qui sont pour la plupart à l'intérieur du pays. Et les coopératives d'épargne et les crédits ont plutôt des modèles d'impact, donc il y a très peu de rentabilité, et leur imposer les retraits ou les dépôts à des taux de 2,6 ou 3%, c'est vraiment exagéré, et ça fait que ça reste un frein à l'inclusion numérique et à l'inclusion financière en général. Et donc, le switch monétique national avec des frais assez bas permettra à ce que l'inclusion financière et l'inclusion numérique soient une vraie réalité. Merci, Monsieur Boni. Peut-être le fait d'imposer aux fintech aussi de se connecter serait aussi avantageux aussi pour les fintech. Peut-être que les régulateurs aussi vont voir comment accélérer le processus d'agrément et d'autorisation, parce que les régulateurs savent déjà que cet acteur doit aussi se connecter sur les switches. On peut garder quand même espoir. Oui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que si, je reviens sur ce que je disais sur les réunions de chaque jeudi, si vous suivez les réunions de chaque jeudi sur l'interopérabilité, vous verrez qu'il y a beaucoup de volonté, il y a beaucoup d'espoir, et il y a une dynamique très positive sur la connectivité de tous les acteurs de l'écosystème financier. Il y a beaucoup d'espoir. Merci beaucoup. Déjà que vous parlez qu'il y a une série de réunions hebdomadaires avec la Banque centrale, j'atterris déjà vers M. Manda. Alors, vous avez entendu tous les défis qui ont été cités par les différentes structures. Aujourd'hui, comment est-ce que la Banque centrale accompagne toutes ces structures dans la mise en œuvre de cette instruction? Merci. Alors, l'accompagnement de la Banque centrale dans la mise en œuvre de l'instruction a plusieurs volets. Donc, le premier volet, c'est le volet réglementaire. C'est comme ça que l'instruction 58 est sortie. C'est plus pour donner ou mettre en place des règles équitables pouvant faciliter justement à tous les acteurs de marché d'exploiter les opportunités qu'offre cette interopérabilité. Parce qu'avant, c'était un peu compliqué. Il vient de le dire, pour les fintechs, il fallait dépendre d'une banque ou un établissement de monnaie électronique. Et même pour exercer son activité correctement, il faut ouvrir des comptes auprès de chaque institution financière, ce qui alourdissait justement le développement ou la stimulation justement des innovations du côté des fintechs. Et donc aujourd'hui, cela a été brisé. Ils peuvent se connecter directement. Et lorsque nous regardons les instructions de la Banque centrale, jusque-là, on n'impose pas de capital minimum aux fintech, parce que nous considérons que c'est des acteurs techniques qui offrent des solutions aux institutions financières qui sont contrôlées par la Banque centrale pour la maîtrise de certains risques, notamment des solvabilités et autres. Et donc pour nous, nous sommes en train justement de fournir des efforts pour faciliter l'émergence des fintech. Il y en a une trentaine aujourd'hui agréées. C'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes, c'est plus de 400 demandes. Et nous devons maîtriser les risques, a priori, avant d'autoriser que ces acteurs rentrent sur le marché. Voilà pourquoi ça prend du temps, bien que du point de vue réglementaire, c'est 60 jours. Mais après, il y a ce va-et-vient parce qu'il y a des documents qui manquent, et ainsi de suite. Il y en a qui n'ont même pas de bureau. Et voilà. Donc, du coup, nous fournissons des efforts au niveau de la Banque centrale pour justement accompagner les fintechs. Pour les banques, nous sommes
avec elles. La difficulté avec les banques, c'est qu'ils avaient déjà développé beaucoup de solutions en bilatéral. Et la contrainte aujourd'hui, c'est d'arriver à migrer toutes ces solutions. C'est comme ça que nous essayons un peu d'être flexibles pour accorder un peu plus de délai afin justement de garantir la continuité d'activité en cours au lieu d'y aller beaucoup plus fort, mettre un terme sur des choses qui fonctionnent déjà. Donc, il y a cet accompagnement. Mais pour ce qui est de la devise, il faut considérer que la Banque centrale et le gouvernement congolais s'est vraiment engagé dans un processus de dédollarisation. Et moi, j'aimerais parler plus de la dédollarisation de paiement. Parce que lorsqu'on parle de dollarisation, il faut considérer les aspects financiers, c'est-à-dire la détention des avoirs en devises dans un compte. Je ne parle pas de ça. Il y a la dédollarisation de prix, c'est-à-dire que les prix qui sont connectés, affichés en francs, mais connectés à la monnaie étrangère. Je ne parle pas de ça. Mais moi, je parle plus de la consommation. Et la réglementation de change veut que les prix soient affichés en francs. Alors que nous constatons, bien que les moyens de paiement soient en monnaie étrangère et en francs congolais, que tous les terminaux de paiement étaient configurés uniquement en dollars. Et donc, dans notre propre pays, on était en train de défavoriser les porteurs des moyens de paiement attachés à la monnaie nationale. Et donc, il était tout à fait normal pour la Banque centrale de promouvoir le franc congolais et donc de ramener tous les instruments, les terminaux de paiement en franc congolais. Pour ce qui est des distributeurs de billets, pour la Banque centrale, vous voulez récupérer des dollars, faites-le auprès de votre banque. Mais si vous voulez aller en interopérabilité, c'est le franc congolais qui doit sortir de la machine, tout simplement parce qu'on ne peut pas, en tant que banque centrale, promouvoir la monnaie étrangère par l'interopérabilité. Et donc, ça, c'est vraiment une difficulté pour les banques qui sont habituées à faire circuler les dollars. On n'a pas mis fin aux dollars. La population, les clients peuvent avoir des comptes en dollars. Mais nous souhaitons que lorsqu'on fait des opérations de paiement ou de retrait pour aller consommer, que ça se fasse en monnaie nationale et que les devises restent au niveau des banques. Donc voilà un peu. Mais du point de vue technique, nous avons, réglementaire c'est bon, mais technique, nous accompagnons les différents acteurs du marché. Il a parlé des réunions hebdomadaires de jeudi, c'est justement pour rester à l'écoute. Et les accompagner à résoudre tous les différents problèmes techniques qu'ils rencontrent aujourd'hui pour rejoindre la plateforme. Nous approchons aussi les bailleurs de fonds. Par exemple, aujourd'hui, les Mobile Money souhaitent faire des opérations internationales. Du point de vue de l'instruction 24, ils ne sont pas autorisés à le faire. Et donc, à travers l'instruction 58, nous avons prévu justement de donner accès aux acteurs non bancaires à pouvoir effectuer des opérations internationales, même s'ils ne sont pas messageries financières internationales. Et donc, dans ce cadre-là, nous voyons avec la BAD comment faciliter justement l'intégration des Mobile Money à la SADC, sur le système TCIB de la SADC, à COMESA et à East Africa Community. Donc, nous sommes là à l'écoute pour les accompagner. Pour les IMF, nous avons rédigé les spécifications techniques pour l'acquisition de la plateforme financière unique. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule IMF qui est connectée, c'est Finca. Pour les 108, c'est 108 qui restent. Il y en a combien? Plus de 100. Voilà, plus de 100. Il y a une plateforme qui est en cours d'acquisition. C'est la Banque centrale qui a rédigé les spécifications. Et la Banque centrale les accompagne justement pour les connecter au plus tard d'ici juin de l'année prochaine. Donc voilà un peu ma réponse par rapport à cette préoccupation. Merci beaucoup, Monsieur Manda, pour ces éléments. Alors, je vais me tourner aussi rapidement à Boni. Alors, oui, on a parlé de la pertinence stratégique de cette instruction et les impacts attendus. Nous venons de parler des défis et des solutions concrètes de mise en œuvre. Et Monsieur le directeur Manda a donné les actions d'accompagnement du régulateur auprès des différentes institutions. Alors aujourd'hui, si on peut parler de l'inclusion et de l'équité d'accès, comment est-ce que vous trouvez, quelles sont les propositions des valeurs de l'interopérabilité pour les zones rurales? Parce qu'aujourd'hui, on sait que souvent les zones rurales sont exclues quand on parle des innovations digitales. Alors,
Cette exclusion constitue également une opportunité pour les fintechs voilà, que je représente par ici, parce que les fintechs comprennent ces viviers de 80% de la population qui se trouve en milieu rural et développent en toute agilité, parce qu'il n'y a pas de la lourdeur bancaire derrière, en toute agilité des solutions qui permettent à ce que les personnes qui sont en milieu rural ou qui utilisent des téléphones chip puissent utiliser par exemple les menus ISSD pour effectuer des paiements, des retraits, des transferts, mais aussi les coopératives d'épargne et de crédit qui existent, de pouvoir digitaliser d'abord leur gestion avec des core banking assez low cost et à travers ces core banking offrir également des solutions de digitalisation pour leurs épargnants ou bien les personnes qui souhaitent acquérir des microcrédits. Donc voilà, cette intégration au site monétique national permet aux fintech de développer des nouveaux services et services à valeur ajoutée pour la population qui vit en milieu rural ou même la population qui vit en dessous de 2,6 $ la journée, donc qu'on appelle le bas de la pyramide, pour pouvoir utiliser ces différents services digitaux pour effectuer des paiements au quotidien. Merci beaucoup. Alors, je me tourne vers notre ambassadrice, on l'appelle comme ça. Alors, on sait qu'aujourd'hui, votre impact est beaucoup plus orienté, plus dans les zones rurales. On connaît la place de la microfinance à toucher les populations à faible revenu et pour lesquelles la majorité est dans les zones rurales. Aujourd'hui, que doivent faire les institutions de votre association pour que ce projet Mosolo contribue aussi à la mission d'inclusion financière? Je veux répéter moi-même. Alors, ça veut dire qu'on a vraiment besoin d'éduquer notre clientèle, spécialement dans les zones rurales. Les difficultés sont énormes. On parle de solutions fintech, alors on doit collaborer tout ensemble. Alors, je pense, quand tu entres dans les zones rurales, parfois tu n'as pas non plus la connexion. Je pense avec Starlink, maintenant l'institution, peut-être ils ont ouvert une autre opportunité énorme. Mais Madame Mirella, Ouais. juste pour ne pas vous couper, quand on parle des cartes, quand on parle aux clients des cartes, ils trouvent déjà que ce n'est pas pour nous, c'est Oui. pour les gens qui sont dans la ville. Exactement. Et peut-être, est-ce qu'on ne peut pas penser à une solution compensatrice des cartes? Parce que en zone rurale, quand on parle des cartes, pour eux, c'est une histoire. Exactement, c'est pour ça, pour l'exemple, que bon, je devais parler de Finca, non? On a l'intégration. Qu'est-ce que je peux faire? Malheureusement, ce ne sont pas trop d'institutions de microfinance de COPEC qui sont tellement avancées. Cette SMICO était là. Il va vous dire qu'effectivement, c'est la carte. Plusieurs institutions utilisent la carte. Les autres, ils sont intégrés avec différents terminaux. Effectivement, ils utilisent le téléphone, le petit téléphone là-bas pour le faire, pour avoir accès. Effectivement. Avec le code USSD. Oui, avec le USSD, parce qu'ils n'ont pas de compte téléphone. L'argent bancaire, c'est très important dans les zones rurales, parce qu'il donne l'opportunité à tout le monde d'avoir accès effectivement à un service. Sont de moyens intermédiaires qu'on peut utiliser effectivement pour intégrer cette partie de population qui est effectivement très, très importante. Je pense que, je répète, avec le Starlink maintenant, on a beaucoup plus d'opportunités, effectivement, d'intégrer plus facilement la partie de population qui se trouve dans les zones rurales. Mais l'éducation, c'est le numéro 1. Alors, vous avez parlé de l'éducation. De qui est la responsabilité de cette éducation financière? La BCC, l'institution financière, les accompagnateurs ou les clients lui-même ou la rue? Nous tous. Nous tous. Je veux répéter encore une autre fois. Ici, il y a 5 ans, quand on a discuté de les cartes et de l'intégration, de l'interopérabilité, ça fait longtemps qu'on discute de ça. On avait dit qu'on a besoin de créer un écosystème. Mais l'écosystème, tu ne peux pas créer seul. Nous tous, on est des acteurs. Alors nous tous, on doit investir. Le gouvernement, c'est avant nous. Il a déjà une stratégie sur ça. Chacun, les banques, les microfinances, le COPEC, le FinTech, nous tous, et chacun de nous, il doit parler de ça. On a besoin d'intégrer chacun sur cette discussion. Seulement comme ça, on peut arriver où on veut.
Merci beaucoup. Merci. J'entends déjà des chuchotements dans la salle. Donc, les questions commencent déjà à se discuter. Donc, on va faire rapide pour prendre les questions de la salle. Alors, juste, monsieur le directeur Manda, aujourd'hui, on vient de parler, vous connaissez bien les défis des zones rurales congolaises. Alors, pour ne pas rendre ce projet utopique pour les zones rurales, quels sont les mécanismes d'accompagnement? Madame Mirella a parlé de la place du réseau d'agents, vu que si on s'appuie sur des cartes, et ces réseaux d'agents auront des terminaux, peut-être qui acceptent des cartes, et ça serait simple. Mais aujourd'hui, quelles sont les solutions que les régulateurs ont mises en place pour que ces projets ne s'arrêtent pas seulement en ville? Merci. Alors déjà, par rapport à cette question, il y a plusieurs éléments qui ont été intégrés dans la SNIF, la Stratégie nationale d'inclusion financière. Et il y a des éléments qui vont au-delà de la Banque centrale, notamment les exonérations. On a prévu que les différents terminaux de paiement soient carrément exonérés, réduire les coûts des douanes, ainsi de suite, pour justement faciliter l'entrée sur le territoire national des terminaux de paiement à bas prix, afin justement d'élargir notre réseau d'acceptation. Pour la Banque centrale, déjà dans la conception de la plateforme des IMF, qui sont beaucoup plus présentes en zone rurale, nous avons prévu des solutions offline, de telle manière qu'en cas de problème de connectivité, que la plateforme puisse permettre aux porteurs d'effectuer des opérations auprès d'un agent bancaire. Nous avons aussi prévu que les IMF puissent émettre de porte-monnaie électronique pour aller au-delà de la carte. Donc c'est possible, c'est prévu et c'est en cours d'acquisition d'ailleurs. Et grâce à cette interopérabilité, justement, il y aura cette interaction avec les émetteurs de monnaie électronique non bancaires et les émetteurs de monnaie électronique, banques et institutions de microfinance, justement pour inclure davantage les populations qui sont en zone rurale ou en zone mal desservie. Donc, il y a des actions comme ça prévues dans la stratégie nationale d'inclusion financière qui ont déjà été interceptées par la Banque centrale et qui sont en cours de mise en œuvre. Merci beaucoup. Alors, on va chuter et nous allons prendre la partie des recommandations. Parce que cette séance ne serait pas aussi pertinente si on ne quitte pas ici avec des recommandations. Et des recommandations vont se faire à deux niveaux. D'abord, les structures dans votre association. Et puis, pour la Banque centrale, pour les différentes associations. Et aussi la Banque centrale aux différentes associations pour savoir comment est-ce que ce projet doit être une réussite. Alors, je commence avec M. Olivier. Aujourd'hui, quelles sont les recommandations que vous faites aux institutions dans votre association pour que ce projet soit une réussite? La première recommandation, je pense qu'on l'a très bien souligné, c'est l'éducation à l'inclusion financière. Parce que lorsqu'on regarde, lorsqu'on observe, on a fait une analyse au niveau de l'ACB, lorsqu'on observe, c'est pas le moyen de paiement qui est important. On peut tous avoir des cartes, on peut tous avoir des wallets, mais à quoi ils servent? C'est la relevance du moyen de paiement. Il me sert à quoi? Parce que même lorsqu'on va dans un milieu rural, aujourd'hui j'ai de l'argent sur un wallet, j'ai de l'argent sur une carte, mais je dois pouvoir payer. Je dois pouvoir payer ma nourriture, je dois pouvoir payer mon vêtement. Comment ce marchand capture cet argent? Donc pour nous aujourd'hui, c'est déjà un point de vue éducation financière parce que derrière, il y a un accompagnement bancaire. Parce que j'ai l'impression que j'étais exclu dans le débat de zone rurale, mais nous, les banques aussi, nous sommes dans les zones rurales. Non, Donc, Olivier, je ne vous ai pas exclu. Derrière, il y a tout ce que le système bancaire peut faire profiter à ces marchands dans les zones rurales. Aujourd'hui, nous voulons co-créer. Nous voulons co-créer avec tous les acteurs financiers. Nous voulons co-créer avec les télécoms, parce qu'aujourd'hui, les télécoms ont des systèmes de coring. Bon, je vais d'abord expliquer. On parle d'inclusion financière, c'est-à-dire que inclusion financière, 38%. Taux de pénétration des banques, 7%. Inclusion financière, utilisation de moyens de paiement financiers. OK? Aujourd'hui, utilisation de moyens de paiement financiers, les mobile money. OK? Mais derrière ces mobile money, qu'est-ce qu'on fait
profiter à la population congolaise. Mais que lorsqu'on co-crée ensemble, on s'associe avec une banque, on met en place un système de scoring, on met en place des microcrédits, on met en place des produits d'investissement, donc un placement, on peut rémunérer les dépôts dans un wallet, ça devient relevant. Vous voyez, aujourd'hui, la deuxième recommandation, c'est que la Banque centrale continue de pousser cet agenda d'interopérabilité, d'intercommunication, d'interco-création. Pour nous, c'est important. Parce que nous, les banques, on ne se bat plus. Parce que 7% bancarisé, c'est-à-dire qu'on a un choix illimité. On doit bancariser 93%. Vous vous rendez compte? 60 millions d'habitants, il n'y a que 4 millions. Donc 6%, 7% qui utilisent la banque. Les 53 autres sont exclus. Mais ils sont bancables. Donc vous voyez le potentiel du marché. Donc il y a raison que la Banque centrale continue cet agenda. Et l'ACB soutient la Banque centrale. Merci beaucoup, Olivier. Alors, il me fait rappeler un article que je suis en train d'écrire. S'imaginer faire une semaine à Kinshasa sans cash. Qu'est-ce que cela veut dire? Les défis qu'on peut rencontrer. Vous avez toute votre liquidité sur un porte-monnaie ou n'importe quel support et que vous devez tout payer. Je ne me vois pas payer dans un D107 avec M-Pesa, ils ne vont pas accepter. Quand on doit acheter ces bananes sur la rue, est-ce qu'ils vont accepter? Et l'article sera bientôt publié avec les expériences que nous avons vécues avec une semaine sans cash à Kinshasa. Alors, je me tourne rapidement vers Boni. Quelles sont les recommandations que vous faites aux institutions que vous représentez aujourd'hui, mais aussi des recommandations que vous faites à la Banque centrale, ici représentée par les directeurs mandats? Alors, pour notre intérêt, je commencerai par les recommandations à la Banque centrale. D'abord, c'est la célérité du traitement des demandes d'agrément. Donc, je recommanderais à la Banque centrale de voir comment améliorer la rapidité de traitement parce que c'est un processus très lourd parfois et on ne sait pas comment s'en sortir. On n'a pas beaucoup d'interlocuteurs non plus. Deuxièmement, en termes d'interlocuteurs, au-delà de faire des réunions en ligne, au-delà de faire des réunions institutionnelles, je demanderais à la Banque centrale d'être beaucoup plus ouverte, beaucoup plus disposée à partager, à assister à des événements ou en échange, parce que parfois c'est difficile d'avoir un représentant de la Banque centrale et il faut passer par les personnes interposées qui, voilà, parfois c'est très compliqué. Et pourtant, les courriers officiels sont toujours déposés. Et donc, on ne comprend pas pourquoi. Est-ce que la Banque centrale veut travailler seule à distance ou bien la Banque centrale est un acteur qui permet à ce que l'écosystème avance? Il faut se poser la question. Et puis ensuite, troisièmement, je demanderai à la Banque centrale de pouvoir s'organiser à faire la co-régulation avec les autres entités régaliennes. Je suis content d'avoir le président du collège de l'ARPTC. Et en matière de co-régulation, il faudrait voir aussi avec l'ARPTC sur ce qu'il y a à faire au niveau de la régulation de la finance digitale, car il ne faudrait pas qu'il y ait de doubles impositions ou bien double réglementation qui ne cadre pas totalement avec le bénéfice de l'écosystème. Ensuite, pour les associations, pour l'association des fintech et les différentes fintech qui sont incluses, donc c'est pouvoir être disposé à intégrer le switch monétique national et avoir l'opportunité d'interopérabilité avec les différentes institutions qui sont à l'intérieur, entre autres les banques, Finca. Moi-même, je suis très surpris du fait que Finca ait été très longtemps déjà connecté au switch monétique national. Et donc, toutes les cases ont été cochées depuis très longtemps. Et certaines banques suivent. Donc, c'est une opportunité pour les fintech pour développer des solutions très intéressantes avec des passerelles de paiement locales, par exemple, qui peuvent être lancées et réduire la latence. Donc, voilà, c'est vraiment au bénéfice de fintech de pouvoir s'intégrer à l'interopérabilité de la Banque centrale via le switch monétique national. Mais bien entendu, c'est là revient à dire que la Banque centrale doit aussi faire une grosse part en termes d'octroi d'agrément et de la célérité des dossiers. Merci beaucoup. Alors, on finit avec Madame Mirella. Je pense qu'on va finir avec le directeur mandat et devoir répondre à quelques bien sûr, recommandations. bien sûr. Alors, oui, ça fait longtemps que nous, on s'intègre. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas peur de changement.
Alors, qu'est-ce que je veux recommander à les autres institutions de microfinance et le COPEC? De ne pas avoir peur de changement. D'être prêt. Le futur, ça va être joyeux, ça va être digital. On doit vraiment croire en nous. Ça, c'est la première. La deuxième, je dis à chacun de nous, si on a des problèmes, on doit mettre ça sur la table. Les enfants, quand ils ont un problème, ils pleurent. C'est comme ça qu'ils informent leur maman que quelque chose ne marche pas. Les institutions de microfinance et le COPEC, ils doivent mettre avant les personnes qui sont importantes, les problèmes qu'on a chaque jour. Le support nécessaire, la guide, l'appui du gouvernement ou de la Banque centrale. Je ne veux pas répéter qu'est-ce qu'on a dit, qu'on a besoin d'argent parce qu'on est petit, effectivement. Mais ça, c'est une chose très importante. Alors, et on doit nous tous parler. Hein. Je vous remercie beaucoup pour cet événement. C'est incroyable. C'est une plateforme importante pour informer tout le monde congolais. Tous les Congolais doivent savoir qu'existe cette plateforme, que les institutions sont en train d'entrer là, que c'est un moyen de paiement. Parce que pour vous répondre à tout le monde, une semaine à Kinshasa, ça, sans le cash, c'est terrible. Une semaine, un mois au Kenya, sans le cash. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Là-bas, tu ne trouves pas le cash. Pourquoi? Alors, c'est quoi la différence entre les Congolais et les Kenyans? Rien. On est plus riche d'abord. On peut dire encore plus intelligente. Oui, on est une population grande. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas on ne se développe pas comme notre voisin? Alors, je dis ça, on doit parler, on doit avoir une voix, nous tous ensemble. On peut changer le monde pas seul, mais ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup cet appel aux institutions de microfinance de quitter leur zone de confort parce que, juste pour une petite anecdote, j'étais à l'est de la RDC il y a environ 4 mois. J'étais en train de discuter avec un DG pour lui expliquer comment est-ce qu'il devait mettre en place des solutions digitales. Et sa réponse était claire. Tout marchait bien maintenant. Et là, il m'a contacté maintenant pour dire « Abdul, comment est-ce que je ne peux plus venir? Je ne peux plus venir, il y a la guerre. On va d'abord attendre que tout marche. » Il dit « Mais ça fait 3 mois, aucun client n'a accès à aucun compte. » Je suis désolé, quand je vous en avais parlé, vous avez dit que tout marchait bien. Donc, j'apprécie vraiment cet appel aux institutions de quitter leur zone de confort. Quand les clients viennent au guichet, ils sont servis, tout marche bien. Ils pensent que voilà, il n'y aura pas de choc systémique. Alors, pour bien atterrir, je reviens vers... je pense, Olivier, vous aviez déjà donné quelques recommandations. On va alors clôturer avec les directeurs mandat. Alors, Madame Mireille a déjà s'inquiété pour dire, je pense que c'est lui qui va clôturer pour donner aussi des recommandations.